Dans ce nouvel épisode d'Apoil, j'ai le grand plaisir même d'avoir à mes côtés Emeline, qui a accepté de venir partager son témoignage avec nous aujourd'hui. Emeline tient le compte Instagram Quinoaphobia, sur lequel elle partage des contenus mêlant sa vie personnelle et son combat pour informer sur les pathologies féminines, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, dont l'acronyme est SOPK, dont elle a été d'ailleurs diagnostiquée à 17 ans. En parallèle de son engagement sur les réseaux, Emeline est chef de projet depuis 15 ans maintenant et vice-présidente de SOPK Europe, qui est une association de patientes atteintes justement du SOPK. Elle est fraîchement diplômée en démocratie en santé à la faculté de médecine de la Sorbonne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Emeline, tout d'abord, merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Merci à toi, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Emeline. J'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques quand j'avais 17 ans. Donc ça commence à remonter parce que je vais bientôt en avoir 37 dans moins d'un mois. En fait, ce diagnostic, pour moi, il est arrivé un petit peu dans une autre époque, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'association de patientes, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai découvert SOPK Europe, j'ai rapidement voulu m'impliquer pour cette structure, m'impliquer pour les autres patientes pour qu'elles aient une expérience de diagnostic et de vie avec la pathologie différente. Et donc, je vice-préside SOPK Europe depuis plusieurs années maintenant, parallèlement à mon activité professionnelle. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense qu'on ne parle pas assez du syndrome des ovaires polykystiques malgré la prévalence de la maladie. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'endométriose grâce au plan endométriose, grâce aussi au travail des associations de patientes qui œuvrent sur le sujet depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Bon, j'espère que pour le SOPK, ce sera moins long, mais le SOPK, on en parle beaucoup moins. Pourtant, c'est vrai que c'est une maladie qui touche sensiblement le même nombre de personnes. Hein. Finalement, on est sur une prévalence mondiale à 1 sur 7. D'accord. Je précise mondiale parce qu'en France, il n'y a pas eu d'études de prévalence pour le SOPK aujourd'hui, mais ça représenterait quand même 2,2 à 2,5 millions de Françaises, donc c'est quand même pas mal de monde. Et c'est une maladie qui dégrade quand même considérablement la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes, en plus de l'atteinte sur la fertilité, puisque c'est la première cause d'infertilité dite primaire, c'est-à-dire pour la première grossesse. Et pourtant, je pense qu'on n'en parle que trop peu. Donc, c'est un plaisir de t'en parler aujourd'hui et merci de m'inviter sur ce podcast pour pouvoir le faire. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Peut-être pourrais-tu nous parler un peu plus donc de l'association SOPK Europe, vos actions, vos missions ? Alors l'association, quand elle est née, je pense qu'à la base, c'est pas moi qui l'ai fondée, hein, je précise bien. Donc je pense que il y avait véritablement une intention, à la fois de donner de l'information vérifiée sur la pathologie, et puis forcément. La personne qui a fondé l'association, ça venait de son constat, c'est-à-dire j'ai reçu un diagnostic, je me sens très seule. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti au moment de mon diagnostic aussi. Et il n'y a pas beaucoup d'informations vérifiées. Enfin, il y avait aussi une volonté de regrouper les patientes pour qu'elles puissent comprendre qu'elles sont pas seules, parce que quand on reçoit un diagnostic, quelle que soit la maladie, forcément, on se sent très seul. C'est humain, donc je pense qu'il y avait une intention de regrouper. Alors, ça a pris très rapidement, ça a pris de l'ampleur, surtout que l'asso a été fondée en fin 2018. Et puis en 2020, il y a eu le Covid, les confinements, etc. On a passé plus de temps véritablement à la maison, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, à ce moment-là, l'association a eu un petit pic de croissance. Donc, les premières missions, c'était de diffuser de l'information vérifiée. Il y avait aussi à l'époque l'organisation de rencontres pour que les patientes puissent se rencontrer, discuter entre elles. Rapidement, on a fait de la sensibilisation aussi sur le sujet, forcément. Et puis maintenant, on fait d'autres activités aussi. On mène des actions auprès des professionnels de santé en vue de renforcer l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, hein, c'est ça, c'est quand chacun se met à la hauteur de l'autre. Hein, c'est une patiente qui va bien préparer son rendez-vous, bien arriver avec ses questions, etc. Parce que
quand on arrive chez le médecin, en vrai, il y a que 15-20 minutes, donc il faut bien préparer son rendez-vous médical, Bien sûr. mais aussi un professionnel de santé qui va se mettre à la hauteur de la patiente, être à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ses difficultés, parce que le SOPK, effectivement, un pro de santé va voir l'aspect clinique, mais il y a tout un aspect aussi psychologique et d'altération de la qualité de vie qu'il faut bien prendre en compte. Et on fait aussi maintenant des actions de levée de fonds pour la recherche scientifique, soutien à la recherche scientifique. D'accord. Parce que, en vrai, ça va passer par là, en fait, hein, l'amélioration de la condition de vie des personnes qui sont diagnostiquées du SOPK, pour laquelle, je le rappelle, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif ou suspensif. On traite les symptômes un par un. On va y revenir justement. Et les rencontres justement dont tu parlais, elles sont régulières? Au lancement de l'association, on a beaucoup organisé de rencontres en présentiel pour que les personnes puissent échanger entre elles, se rendre compte justement que finalement, elles n'étaient pas seules face à la pathologie. Néanmoins, manque de ressources, et parce qu'on est bénévole aujourd'hui à l'association, on doit, optimiser la manière dont on organise notre activité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus concentré sur la diffusion d'informations vérifiées, ou sur l'organisation d'actions à plus grande échelle, voilà, pour optimiser vraiment l'utilisation de nos ressources et de notre énergie. Parce que quand on est patiente nous-mêmes, on n'a pas forcément énormément d'énergie, parce que ça cause notamment la fatigue chronique, le SOPK, donc c'est pas évident à gérer. Je comprends bien. OK, quand est-ce que toi tu as découvert du coup, ton syndrome des ovaires polykystiques, donc à l'âge de 17 ans tu disais, et comment ça s'est manifesté finalement chez toi? Alors là, pour parler de mon diagnostic, je vais juste faire un petit disclaimer. D'abord, c'est que j'ai été diagnostiquée très tôt, et je sais que c'est très loin de l'expérience générale des patientes. Je sais aussi que c'est une chance d'être diagnostiquée tôt, mais c'est pas ce qui se passe la majeure partie du temps. Pour C'est le en SO, moyenne, à quel âge? C'est très aléatoire? c'est très aléatoire. Je pense qu'il faut plusieurs années aujourd'hui pour obtenir un diagnostic. Je peux pas te donner de temps, puisque tant qu'il n'y a pas d'étude qui a été effectuée, on peut pas dire que Oui, ça fait 7 ans, comme pour l'endométriose, où il y a eu des études qui ont permis de le prouver, mais ça d'accord. met plusieurs années. OK. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées à l'entrée en AMP. Assistance médicale à la procréation, c'est des femmes qui font face à l'infertilité, qui sont redirigées en AMP au bout de plusieurs mois d'essais infructueux. Et là, forcément, on te fait toute la batterie Oui. d'examens qui va bien. Et là, effectivement, il y a un diagnostic de SOPK. Donc ça, c'est pas évident, parce que pour ces femmes qui sont dans la trentaine, qui parfois ont déjà mon âge, là, au moment où je te parle, encore 36 ans, qui se rendent compte qu'elles ont des symptômes qu'elles ont eu toute leur vie, et qui, en fait, avaient une explication, quoi. Mmh. Après, il y a aussi une autre explication, c'est que la pilule œstroprogestative tend à gommer atténuer une partie des symptômes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous l'a prescrit aussi, malheureusement, pour le SOPK. Je dis malheureusement parce que c'est pas vraiment une solution, mais c'est encore la première ligne d'indication thérapeutique aujourd'hui aux recommandations internationales en vigueur, c'est la pilule œstroprogestative. D'accord. Elle tend à atténuer un petit peu les symptômes. Ça veut aussi dire qu'une personne qui la prend pour sa contraception, c'est-à-dire qu'au moment de l'arrêt, les symptômes vont revenir un petit peu en boomerang, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très jeune. Comment ça s'est manifesté? Donc, déjà, moi, mes règles ne se mettaient pas en route. En général, ce qu'on se dit quand on est jeune fille, jeune femme, l'âge repère à peu près, on va dire, c'est l'âge à laquelle ma maman a eu ses règles. On va se dire qu'on va arriver à peu près au même moment. Moi, ma mère, c'était 15 ans. Et mes 15 ans sont passés, mes 16 ans, 17 ans, toujours pas de règles. J'avais un petit peu de spotting, c'est-à-dire des pertes de sang, mais très, très légères, très irrégulières, mais pas vraiment de cycle qui se mettait en place. D'accord. Donc ça m'a interpellée. Ça, il y a eu une énorme prise de poids aussi en quelques mois, une quinzaine de kilos. Donc les personnes qui écoutent là s'en rendent pas compte, mais en plus je suis pas très grande, donc ça s'est vu assez rapidement. J'ai des signes d'hyperandrogénie aussi qui se sont manifestés, donc notamment la perte des cheveux. D'accord. Perdre ses cheveux à 15-16 ans, c'est vrai que c'est interpellant quand même. Bien sûr, oui. Et une pilosité. Alors j'avais déjà une pilosité importante, donc là c'est pareil, on le voit pas, mais je suis, enfin pas brune, mais je suis châtain, donc voilà, je pense que j'avais une pilosité qui était quand même assez présente. Bon, voilà, c'était plus sujet de blague à la maison, voilà, à ce niveau-là. La pilosité s'est développée à des zones, voilà, des endroits où jusque-là il n'y en avait pas. Donc je pense notamment à l'arrière de l'épaule, ici sur le torse, sur mon menton, Ouais. et puis sur les mollets ou les avant-bras, elle est devenue très très présente, très très gênante. Enfin, on voit quand même le poil qui s'épaissit, hein, l'hyperandrogénie, c'est ça. Bon, en plus, quand on est adolescente, on n'est pas très bien dans sa peau à la base. Donc là, vraiment, c'était pas le moment. En plus, je faisais de la gymnastique et de la GRS en compétition, donc
le juste au corps avec la prise de poids et les poils, c'est nickel. Donc j'ai arrêté toutes mes activités sportives à l'époque tellement j'étais mal dans ma peau. On comprenait pas trop parce qu'il y avait pas eu de changement alimentaire. Donc bon, j'ai essayé ce que toute adolescente fait. Je me suis mise au régime drastique. Forcément, ça n'a absolument rien fait. Tu vois les dérives dans lesquelles on peut tomber quand on Bien est sûr. adolescente et qu'on prend du poids d'un coup. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, on baigne quand même dans un environnement qui, je pense, est plus, c'est pas l'idéal non plus, mais plus body positif que dans les années 2000 où on avait C'est quand même vrai. un culte de l'hyperminceur, du ventre plat, Mmh. etc., dans lequel il était vraiment difficile d'évoluer. Donc j'étais très mal dans ma peau. Donc ma maman m'a emmené voir le médecin traitant qui m'a prescrit le régime alimentaire en polycopié. Bon bref, il a pas pu faire grand-chose pour moi. Ensuite, elle m'a emmené voir un médecin nutritionniste qui a sous-entendu que je dévalisais les placards. D'accord, OK. Sympa. À l'époque, c'était comme ça. Non, faut en parler, hein, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais en même temps, voilà, je suis restée dans un parcours médical et je sais qu'aujourd'hui, les patientes, avant d'aller consulter, elles vont chercher des réponses sur les réseaux sociaux et il y a des bonnes réponses, mais il y a aussi des mauvaises réponses. Donc, je profite d'être là, d'avoir la parole pour inviter vraiment les jeunes femmes qui écoutent, qui ont une suspicion, des doutes quand un diagnostic de SOPK qui pourrait, enfin voilà, si elles sont interpellées par leurs symptômes, c'est qu'il faut consulter Un professionnel de professionnel. santé. Ouais, Oui. voilà. On ne s'auto-diagnostique pas d'une pathologie comme ça. Ensuite, ma maman, elle s'est dit, bon, là, il y a un problème, ça doit être un trouble hormonal quand même. J'ai eu de la chance, moi, ma maman était infirmière. Donc, je pense qu'elle était un peu sensibilisée à ça aussi. Et donc, elle m'a emmenée voir un gynécologue endocrinologue. À l'époque, il y avait encore la double spécialité. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins répandu. Et donc là, on a commencé à creuser, à chercher ce qui se passait. D'accord. Le SOPK, ça se diagnostiquait comme ça à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, en 2 étapes. Donc, c'est-à-dire qu'avant de se pencher sur les critères dits de Rotterdam, qui sont les critères de diagnostic du SOPK, on va vérifier qu'il n'y a pas une autre pathologie qui peuvent provoquer des symptômes assez similaires au SOPK. Donc, je dis ça parce que moi, à l'époque, il y a eu une suspicion de tumeur sur l'hypophyse. Et heureusement, ça n'était pas ça. Mais bon, il y a eu quelques semaines de stress quand même. Oui, j'imagine, oui. Donc voilà, c'était pas ça. Donc ensuite, on s'est penché sur les critères dits de Rotterdam et je me souviens de l'échographie de mes ovaires, hein, surtout le médecin qui m'a dit, ben là, on voit bien, enfin la présence de follicules en surnombre. Il m'a dit, vous avez des ovaires comme du gruyère, hein, ou comme une éponge, ça dépend, hein, chacun son imaginaire. Mais et donc, bon, j'ai eu le diagnostic de mon SOPK finalement en quelques mois, en fait, ce qui est une Assez chance rare, et très finalement, rapide oui. et assez rare. Du coup, tellement rare qu'à l'époque, diagnostic et on m'a rien dit de plus. En fait, on m'a prescrit la pilule. Je savais toujours pas grand-chose sur ma pathologie. On m'a pas expliqué grand-chose suite au diagnostic. En fait, je pense que comme on m'a minimisé le diagnostic, qu'on m'a pas expliqué tout ce que ça impliquait pour moi au niveau métabolique, au niveau de ma santé en général, moi, on m'a vendu ça comme vos ovaires ont une petite particularité. Avec le temps, ça devrait se tasser. Peut-être que vous aurez du mal à avoir des enfants, mais c'est pas sûr, on sait pas. Enfin voilà, c'était assez flou. Mais je pense que comme on m'a minimisé le diagnostic, j'ai un peu minimisé moi la pathologie. Et si tu préfères, j'ai continué à vivre ma vie d'étudiante normalement avec ma pilule. Voilà, mon poids, ça s'est tassé, ma perte de cheveux, ça s'est tassé aussi parce que c'était difficile à vivre ça. Et donc ça s'explique justement par la prise de pilule ou? Je pense que ça a un petit peu aidé, oui, à l'époque. Après, sauf que quand je suis arrivée vers 25 ans, à nouveau, il y a eu une période d'inflammation où à nouveau j'ai pris du poids, à nouveau j'ai eu une grosse perte de cheveux, très difficile à vivre. Je Alors perdais que mes tu cheveux par prenais poignée. toujours Ouais. ta pilule, d'accord. Je perdais mes cheveux par poignée. Ah oui. Et la pilosité qui est revenue à nouveau. Donc là, à l'époque, j'ai eu un traitement anti-androgène. J'ai été traitée par acetate de cyprotérone pendant 6 ans. Et là, à nouveau, moi, en tout cas, ça a permis à l'époque, pour contenir mon hyperandrogénie, en tout cas, c'est ce qui m'avait été proposé. Je sais que c'est un traitement qui est plus vraiment prescrit aujourd'hui. Moi, j'avais été mise au courant des risques liés à ce traitement. À l'époque, je le prenais en connaissance de cause et j'avais accepté parce que j'étais vraiment dans le mal. Oui. Perdre ses cheveux ou l'hyperpilosité, notamment sur le visage, c'est difficile à vivre tout ça. En fait, le SOPK, c'est une maladie qui est difficile à vivre parce que comme elle altère à la fois notre qualité de vie par la fatigue chronique, les troubles métaboliques, la douleur psychologique, mais aussi il y a un impact en fait sur l'apparence physique. Ça, enfin, quand même,
pour une femme qui toute la journée est exposée à des critères de beauté qui sont inatteignables, déjà à la base, c'est pas propice à ce qu'on soit bien dans notre peau, mais alors en plus ça détruit la confiance en soi, quoi. Maintenant, j'ai un peu plus de, comment dire, de compassion pour moi-même qui essayait de naviguer ça, qui essayait de chercher des solutions, n'importe quoi pour aller mieux, vraiment. Et donc, tu parlais du traitement donc à base d'acétate de cyprotérone. Tu parlais d'effets secondaires. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, les effets secondaires qu'on m'avait dit, c'est que ça pouvait donner un petit syndrome dépressif ou provoquer une fatigue importante. Mais enfin, moi, j'avais déjà la fatigue chronique de mon SOPK. Et ce qui me déprimait, c'était de perdre mes cheveux par poignée, en fait. Donc, ça, comme ça a réglé ça. Donc, ça m'a vraiment soulagée, en tout cas à l'époque. Après, c'est pas des traitements qui ont vocation à être pris sur le long cours. Oui. Donc, ensuite, il y a eu un relais où je suis revenue sur une pilule moins forte et la spironolactone qui reste aujourd'hui l'un des traitements les plus prescrits pour le SOPK, notamment les signes d'hyperandrogénie qui sont associés au SOPK. Et aujourd'hui, je ne prends plus que la spironolactone puisque je n'ai plus de pilule œstroprogestative, en fait. D'accord, ok. Et aussi, il y a quelque chose, je pense que le SOPK, c'est une pathologie aussi qui les symptômes sont évolutifs avec le temps. C'est une maladie endocrinienne chronique et évolutive. D'accord. Il y a des symptômes, en tout cas pour moi, les signes d'hyperandrogénie avec le temps se sont tassés. Ok. Ma pilosité, je pense que les traitements, le fait que j'ai eu une prise en charge précoce ont fait que j'ai eu une évolution plutôt positive de la pilosité. Je reste relativement poilue, mais c'est gérable. Et je pense qu'avec le temps, on en parlait avec la confiance en soi. Maintenant, je prends du recul, mes poils, quand j'ai mon poil sur le menton qui revient, je rigole. Enfin, je le prends avec beaucoup plus de légèreté. De recul. Alors, j'ai dépensé beaucoup d'argent chez l'esthéticienne, hein, ça, c'est sûr et certain. Oui. Et par rapport à la perte des cheveux, ça, c'est pareil. Donc là aussi, je profite d'avoir la parole pour le dire. J'ai perdu mes cheveux pendant des années. J'ai pleuré des soirées entières parce que je bouchais la douche avec mes cheveux. Là, pareil, faut aller voir le dermatologue si vous perdez vos cheveux. On m'a proposé un traitement, donc c'est un spray pulvérisation. Cette pulvérisation le matin, j'ai arrêté de perdre mes cheveux. Ah, et oui, donc d'accord. pendant 10 ans, j'ai perdu mes cheveux, j'ai chialé pendant des soirées entières pour rien. Le SOPK, en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est une pathologie dont les origines sont génétiques, épigénétiques et environnementales. Donc comme il y a une partie environnementale, on sait que l'hygiène de vie, qui ne passe pas que par l'alimentation équilibrée, hein. Je pense que souvent on pense hygiène de vie, on pense alimentation, mais il y a aussi l'hygiène du sommeil, le psycho-émotionnel, avoir des relations sociales, une vie sociale, dormir suffisamment, ne pas être trop stressé, c'est plus facile à dire qu'à faire, faire de l'activité physique. Oui. Tout ça, ça peut aider. Si vous avez un traitement médical, ça va maximiser en fait ses effets, son efficacité. D'accord. Et surtout, ça va prévenir à moyen et long terme, le risque de développer une maladie, une pathologie secondaire liée au SOPK. Le SOPK, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de patientes qui présentent aussi une résistance à l'insuline avec un risque de développer un diabète de type 2. D'accord. Okay. Donc ça, c'est un bon moyen de prévention, l'hygiène de vie, ou de limiter les risques cardiovasculaires qui touchent les femmes en vieillissant, mais surtout les femmes qui ont un SOPK, puisque c'est facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc quand on est diagnostiqué, si on a entre 20 et 40 ans, on pense pas forcément à tout ça, mais on va aussi vieillir, devenir vieille, des femmes ménopausées, puis des vieilles dames ensuite, la plus vieille possible avec un SOPK. Et puis il faut penser à la prévention de ces pathologies secondaires qui peuvent apparaître effectivement après la ménopause. Donc ça, il faut y penser, et l'hygiène de vie peut aider à ce niveau-là. Ok, d'accord. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé l'épilation définitive pour ton hyperpilosité, par exemple ? Alors oui, je l'ai envisagé quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu faire, mais c'est vrai que ça représentait un budget qui était important. Vraiment, je pense que maintenant, ce serait plus accessible pour moi. En revanche, moi, je me dis, j'aimerais devenir maman, je vais attendre pour maintenant, et puis je le ferai par la suite. Comme ça, je serai tranquille, mais c'est quelque chose que j'ai envisagé, oui. Ok, peut-être une question que je t'ai pas posée tout à l'heure par rapport au parcours médical. Est-ce que toi, tu t'es sentie entendue, comprise lors de ton parcours médical ? C'est une vraie bonne question, ça. Je réponds à ta question avec des pincettes quand même, parce que j'ai été diagnostiquée très jeune, Oui. et du coup, c'est qu'il y a eu une écoute et c'est qu'il y a eu un diagnostic. Donc je peux pas... en revanche, ma pathologie, moi, je me suis sentie beaucoup
minimisé, enfin la pathologie a été minimisée dans le sens où, là encore, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas compris tout ce que ça impliquait, au niveau de Oui, ma santé, ça a été un peu minimisé. Est-ce que le médecin a pas minimisé en se disant: «Bon, elle a 17-18 ans, faut qu'elle, profite, de sa vie, d'étudiante qui va démarrer et qu'elle ne soit pas, submergée, par la prise en charge de sa pathologie». C'est possible aussi, hein. oui, c'est vrai que On c'est intéressant. donc bonne question, mais vraiment, ça dépendait des pros de santé, ça dépendait des moments. Pour ma part, globalement, oui, mais si je dois parler et reprendre la voix des patientes que je représente, à travers Oui, c'est l'association, intéressant ça, non, pas effectivement. vraiment. En général, les patientes se sentent pas du tout écoutées par les pros de santé D'accord, et OK. ça, c'est une réalité, que je peux pas, renier. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a enfin, des médecins spécialistes? Si, vous écoutez ce podcast, je vais y arriver, et que vous avez, de par vos symptômes, une suspicion de SOPK ou vous souhaitez consulter, en fait, pour avoir un avis médical, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser l'annuaire de Mapato. Mapato.com qui est, un partenaire, historique de SOPK Europe, où en fait c'est, un annuaire collaboratif avec des recommandations de patientes en fonction de l'endroit où vous vivez. Ah, c'est Donc vous entrez super. votre pathologie, l'endroit où vous vivez, ça va vous recommander des pros de santé autour de chez vous, qui ont été recommandés par des patientes pour, une pathologie précise. D'accord, OK. Et ça, Voilà. ça marche pour toutes les pathologies ou ça Oui, ma oui, d'accord. c'est Ah, ça. c'est intéressant, Donc ça, effectivement. je peux que recommander cet annuaire collaboratif, notamment parce que, en tant qu'association de patientes, on n'a pas le droit de recommander des pros de santé, Oui, nous, voilà. d'accord, OK. Et puis surtout, enfin, heu, aussi de savoir, aussi que, on va pas toutes chercher la même chose quand on va en C'est vrai. consultation. Il y a des patientes qui ont besoin de beaucoup d'écoute, d'autres qui ont, enfin, je sais que moi, j'ai surtout besoin qu'on me dise quoi faire, en fait, et donc voilà, il y a aussi une sensibilité qui va dépendre des personnes, donc ça, je pense que c'est un outil qui est très, très utile. OK, très bien. Ton métier est aussi en lien avec, ce combat, enfin et de sensibilisation autour du SOPK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ce que tu fais justement? De formation, je suis chef de projet, mais aujourd'hui, j'ai lancé une activité professionnelle où je suis, consultante, et formatrice, justement pour maintenir, en fait, j'avais vraiment une volonté de maintenir le lien entre les pros de santé et les patientes. Le SOPK, c'est une pathologie pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup trop de décrochage médical. Il y a plusieurs explications pour ça, en fait. C'est que, bon, il y a pas de traitement curatif ou suspensif. Donc forcément, les patientes se disent que ça ne sert à rien de consulter. Or, on en a parlé, hein, il y a des risques de pathologies secondaires qui sont liées au SOPK, donc c'est très important de continuer à consulter. Heu, Par des rencontres à travers l'association, moi, des fois, j'ai vu des filles qui me disaient: «Moi, je ne vais plus chez le gynécologue depuis 6 ans». Voilà, ça, c'est vraiment pas, Une quelque bonne chose, idée, oui. à faire. Ça vient du fait qu'elles se sont peut-être pas senties, comment dire? Vues, par leur pro de santé, en fait. Elles ont peut-être senti, leur, ressenti minimisé, donc ça contribue à ce décrochage médical. Ou des fois, elles sont allées voir un pro de santé avec qui ça s'est mal passé, donc elles arrêtent de consulter. Il y a aussi beaucoup de mésinformation sur les réseaux sociaux, qui, malheureusement, vont aussi encourager, une peur de la médecine, conventionnelle, et un décrochage médical aussi. Donc voilà, j'ai voulu, lancer cette activité pour, maintenir ce lien. Donc ça passe à la fois par des sensibilisations en entreprise, mais aussi par des formations auprès des pros de santé. Les pros de santé, c'est pas des psychologues, et c'est normal, à la base, c'est pas du tout ça leur formation. Mais je pense vraiment qu'on gagnerait à ce que les pros de santé soient plus à l'écoute, et que les patientes aussi soient plus à l'écoute des contraintes des pros de santé. Et donc fraîchement diplômée en démocratie en santé, donc c'est quoi la prochaine étape, avec ce diplôme? La prochaine étape, écoute, j'ai eu une bonne nouvelle, justement il y a quelques semaines, c'est que, mon mémoire a été retenu pour être, affiché en communication, au congrès de la Société française de santé publique. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape, et j'espère pouvoir, poursuivre, mes recherches sur, ce sujet qui est vraiment, vraiment passionnant, enfin vraiment la mésinformation en santé, on voit que c'est systémique, on voit aussi que ça touche particulièrement les femmes qui, ont tendance à ne pas prioriser leur santé, et qui donc sont beaucoup plus sujettes à la mésinformation en santé, malheureusement. Quand je faisais mes recherches l'an dernier, il y a un chiffre qui m'a interpellée, puisque j'ai fait, un questionnaire qui a été adressé, à 250, personnes diagnostiquées d'un SOPK, hein, donc des patientes comme moi, en fait, ce qui a été mis en avant, à travers ces chiffres, c'est que, aujourd'hui 85 d'entre elles
font plus confiance à une autre patiente qu'au médecin qui les a diagnostiqués. C'est incroyable, c'est énorme. Je ne peux même pas commenter parce que ce chiffre parle de lui-même, en fait. Complètement, oui. Et donc, faire des recherches, c'est aussi comprendre pourquoi on en arrive là, pour essayer de le corriger. Ok, c'est effectivement très intéressant. Peut-être une dernière question. Quel regard aimerais-tu que la société porte, aujourd'hui et demain d'ailleurs, sur les femmes atteintes du coup de SOPK ou vivant avec une hyperpilosité? J'aimerais vraiment aujourd'hui que le regard de notre société sur les femmes qui ont de l'hyperpilosité en général, de manière générale, plus de bienveillance, mais surtout sur les femmes qui sont diagnostiquées d'un SOPK. Je pense que le SOPK, c'est une maladie qui souffre un petit peu de l'expression de ses symptômes. C'est-à-dire que comme il y a une prise de poids, une fatigue chronique, et comme il y a des symptômes comme aussi l'hyperpilosité, mais surtout la prise de poids et la fatigue chronique en général donnent l'impression, je pense que les gens trop facilement font des commentaires, donne l'impression qu'il suffirait qu'on améliore notre hygiène de vie pour que ça s'arrête. Et ça, c'est faux, en fait. Les femmes qui ont un SOPK, c'est pas des femmes qui ont une mauvaise hygiène de vie. C'est pas des femmes qui sont fatiguées parce qu'elles sont... moi-même, j'ai déjà eu ce commentaire-là. T'es trop jeune pour être fatiguée. Non, en fait, sinon j'ai une maladie chronique. Je pense qu'il faut que le regard des gens, de notre société, change sur les porteurs de maladies chroniques en général. Les gens ne choisissent pas d'être malades chroniques. On n'a pas choisi... Enfin, moi, si j'avais pu ne pas vivre avec mon SOPK, franchement, je me pose souvent la question, mais quelle serait ma vie si j'avais pas eu de diagnostic? Il y a des trucs positifs parce que je n'aurais pas la chance de vice-présider une association de patientes. C'est du boulot, mais c'est passionnant, c'est gratifiant aussi. Tu vois, je ne serais pas en train d'enregistrer ce podcast avec toi pour en parler. J'aurais pas fait de recherche, j'aurais pas redirigé ma carrière. Il y a plein de choses qui se seraient passées différemment, mais je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie sans la pathologie chronique et je ne saurais jamais. Donc, plus d'empathie, plus de bienveillance, vraiment, et arrêter de croire que si on voulait faire autrement, on pourrait, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. Et ça fait partie des phases d'acceptation du diagnostic, en fait, de changer les regards qu'on porte sur notre propre pathologie. Tu sais, un diagnostic de maladie chronique, je pense qu'il y a des phases qui sont assez similaires au deuil. On passe par le déni. Moi, je pense que je suis passée par la colère. Pourquoi c'est tombé sur moi? Et au final, l'acceptation. Et je pense... moi, je sais que c'est allé mieux aussi quand j'ai accepté que j'avais une pathologie chronique et que c'était comme ça, et que ça faisait partie de moi. C'est pas se résigner que de l'accepter, c'est juste de se dire que ça fait partie de nous, ça nous construit. Et voilà, je pense aussi que s'il y a des personnes qui sont diagnostiquées d'un SOPK qui sont en train d'écouter ce podcast, je pense aussi qu'il faut qu'elle change le regard qu'elle porte sur elle-même, sur ce diagnostic aussi. Et justement, sur cette question d'accompagnement, une aide psychologique, avec un professionnel de santé psy, ça peut tout à fait aider. Oui, malheureusement, c'est un budget, ça ne fait pas partie de notre prise en charge parce qu'il n'y a pas d'ALD, il n'y a pas de reconnaissance, affection longue durée pour le SOPK aujourd'hui, sauf quand on est prise en charge en AMP. Donc, quand on essaye d'avoir un enfant, on est prise en charge à 100%, mais pas le reste du temps. Ça en dit long sur la manière dont notre société perçoit les maladies qui touchent les femmes uniquement à travers le prisme de la maternité et de la fertilité. D'ailleurs, je trouve ça assez dommage. Mais oui, je peux que vous recommander si vous le pouvez, d'aller consulter, de vous faire accompagner pour la partie psychologique, au moins pour encaisser le diagnostic. Là encore, c'est pas un moment facile. Ça peut prendre plusieurs années d'accepter son diagnostic, mais la vie est plus belle de l'autre côté, en tout cas. Emeline, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour toutes ces informations précieuses que tu nous as communiquées aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'elles pourront aider, accompagner certaines femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous. À poil, à poil, à poil. Aïe, aïe, aïe. Oui.